Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, donc beaucoup de gens. Je suis Camille Cesson, je suis conservatrice, je suis chef du service conservation à Son Vidéo Multimédia, donc ici à la BNF. Précédemment, j'ai été la directrice adjointe et la responsable des collections patrimoniales de la Médiathèque musicale de Paris. Vous me dites si je parle pas assez fort? Ça va? Ok, très bien. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de faire un petit bilan, plutôt de donner un petit peu des choses pour vous à grappiller sur comment on conserve les phonogrammes, sachant que c'est des ressources qui ne sont pas forcément faciles à trouver quand on passe par les temps de formation, notamment à l'ENSIB, on apprend des choses sur la conservation des imprimés, beaucoup de choses sur la conservation des imprimés et très peu de choses sur la conservation des phonogrammes. Même maintenant, à l'ENSIB, on a des choses sur l'archivage pérenne, sur les documents nativement numériques et toujours pas grand-chose sur les phonogrammes. À croire que c'est un peu le parent pauvre des collections de bibliothèques, alors qu'on sait tous ici que ça n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de se donner un peu quelles sont les règles de conservation des phonogrammes, sachant que il y a un cadre qui n'est pas forcément évident à trouver et qu'il faut ensuite adapter à vos collections, à vos espaces. Donc c'est un petit peu des bonnes pratiques, des choses qu'on peut vous recommander. Alors, déjà ici, qui a déjà dans son portefeuille professionnel des collections de conservation? Okay, donc vous êtes assez peu nombreux à être déjà familiers avec la conservation vraiment des phonogrammes. Est-ce que je peux vous demander quel type de collection et dans quel établissement? Peut-être qu'on peut commencer par ce côté-ci. Moi je travaille pour Occitanie Livre et Lecture, donc c'est l'agence régionale et donc je gère tout le patrimoine pour l'Occitanie et donc je suis amenée à intervenir pour des collections différentes et ça m'est arrivé donc par exemple à Villefranche de Rouergue, qui sont spécialistes de jazz et donc ils ont des problèmes de contamination de leur vinyle. Voilà, et moi je suis complètement déboussolée. Et donc après j'ai travaillé aussi au CIRDOC Institut Occitan de Culture où on a des vinyles, on a tout support multimédia. Ok. Quand vous dites tout support, il y a des je sais plus les noms. Ok. C'était plutôt sur l'image aussi. D'accord. On fera le point juste après. On distinguera en fait les différents documents dont on peut parler avec les grandes familles. Alors moi je suis Mireille Vincent, je suis responsable de la musique à Carré d'Art à Nîmes et notamment ce qui est en conservation, c'est le fonds local, sous forme de CD essentiellement. D'accord. C'est une collection qui a été construite il y a une quinzaine d'années à peu près et à mon initiative et donc maintenant on la maintient à peu près. On va faire un gros travail de pilon, mais j'ai réussi à sauver ce petit fonds de fonds local, c'est-à-dire que c'est toute la production musicale, CD et vinyle essentiellement, qui est produite dans le Gard et dans la zone de rayonnement de la bibliothèque de Nîmes, qui est la bibliothèque centrale. D'accord. Voilà, ça dépasse pas trop les contours du département, mais il y a ça qui est en conservation. Et voilà, c'est là, mais pour l'instant c'est sauvé, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Si je peux vous demander, c'est des choses. Vous savez si c'est des choses qui sont entrées au dépôt légal à la BNF? Alors ça je ne sais pas trop, je viens de découvrir un petit peu cette possibilité-là, je vais voir ce que je peux faire. Peut-être qu'ils voudront garder les CD. Je vous dis ça parce que le dépôt légal, c'est une collection qui est très importante. Normalement,
entre dans le cadre du dépôt légal tout ce qui est produit pour un cercle au-delà du cercle familial. Donc ça va très très vite. Cependant, on sait que tout ce qui est, par exemple, label, autoproduit, des choses qui se sont vraiment développées avec l'essor d'Internet, ces gens sont rarement au courant de l'obligation de dépôt légal. Et on peut avoir aussi par le biais des tremplins régionaux. Je pense à ça parce que... Oui. Ben moi j'ai ce genre de choses, voilà. des choses assez anciennes qui... voilà. Alors là, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pour l'enrichissement de la collection. C'est-à-dire que jusque-là, pour acheter des choses qui étaient produites dans la région, je disposais d'un budget un peu hors marché, un petit peu comme ça, et j'allais chez le disquaire. En général, les artistes déposaient chez le disquaire, et après moi, ils me prévenaient, et voilà. Sauf que maintenant, je n'ai plus du tout de hors marché, et donc ce qui est distribué par les distributeurs qui restent, ça va, je vais pouvoir les obtenir. Ce qui n'est pas distribué, je ne sais pas encore comment je vais les avoir. D'accord. Après, effectivement, là, je vais voir un petit peu, je vais faire mon enquête, mes recherches, je vais voir ce qui est passible il y a peut-être des tas de choses. Alors on va pas beaucoup parler d'enrichissement des collections, parce que là le but c'est comme l'atelier n'est pas très long et que l'idée c'est vraiment de se concentrer sur la conservation, d'être un peu pratico-pratique, donc on ne parlera pas d'enrichissement mais on pourra échanger. J'ai deux problématiques. Pour l'instant j'ai sauvé du pied. D'accord. Qui d'autre Oui. Donc Hervé Longuepé, je suis à Roubaix, Médiathèque de Roubaix, la Grande Plage, le responsable des collections musicales depuis 21 ans maintenant, et entre autres on a collecté et conservé toute une musique régionale. Enfin, nous c'est Nord et Pas-de-Calais, donc j'achète en double généralement, un est stocké, l'autre est mis en prêt comme n'importe quel disque. On a également des collections patrimoniales qu'on a récupérées, j'ai 3078 tours qui viennent d'un don, et là j'ai 15 mètres cubes de 110 tours qui m'attendent. Un futur don que je dois récupérer. D'accord. Là je compte en mètres cubes parce qu'on n'a pas pu chiffrer. Ouais. C'est un collectionneur et c'est monstrueux. Quoi. Oui, c'est une des difficultés aussi quand notamment les dons arrivent. Ça peut être d'effectivement chiffrer en mètres linéaires quand on est chez le collectionneur, quand c'est dans des cartons et tout ça fait partie des difficultés. Et effectivement pour savoir comment on conserve ça physiquement sur des étagères, c'est une première chose un petit peu complexe d'évaluer le nombre de mètres linéaires dont on va avoir besoin. Qui d'autre ? Oui, vous. Michael Brien, médiathèque de Périgueux, donc qui est une BMC, bibliothèque municipale classée. Donc à ce titre-là, on a effectivement des fonds issus des confiscations révolutionnaires, donc avec un magasin et une réserve patrimoniale sous température et humidité relative régulée. Et historiquement, depuis l'arrivée en 88 dans ce bâtiment, il y a eu la constitution d'un fonds de conservation local, vinyle, cassette, CD, donc qui est conservé, ça s'arrête là. Voilà. Donc, mais au moins c'est dans un truc à 18 degrés, 50% d'humidité relative, donc c'est pas si pire. Non, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, je suis dans une institution qui a une très belle collection, mais je ne sais pas vraiment si on a une politique de conservation, et ça vous le verrez demain matin pour ceux qui font la visite. Donc je travaille à la discothèque de Radio France. On a des cylindres, des 78 tours, des micro-sillons, des CD et quelques cassettes, avec des problématiques assez spécifiques, parce que c'est un outil de travail, avant d'être du patrimoine. C'est un peu une espèce d'entre-deux bizarre, très intéressant. Et on a des problématiques de conservation clairement sur certains supports très anciens. Et aussi des dons, ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. On a beaucoup de propositions de dons, parce que les gens ont un attachement à la radio et voilà. Donc c'est à plein d'égards, c'est compliqué à traiter. Voilà. Peut-être pour les gens qui sont arrivés en cours de route, la question c'était qui gère actuellement un fonds patrimonial de phonogrammes, donc si jamais il y a des personnes qui voulaient compléter. Je ne le gère pas vraiment, mais à Agnan-Bampérois, à Bayonne, il y a un fonds de à peu près 6000 vinyles, mais qui sont dans des conditions de stockage pas idéales, donc c'est à traiter, mais on est en plein travaux pour une réouverture à la fin de l'année.
Après, il y a un fonds local basque, voilà, qui est aussi important. Ok, d'accord. Je veux dire un mot de la MMP. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vous laisse. On pourrait faire aussi bien Je toi, vous laisse présenter la MP. Allez-y. Ouais, la MMP a ouvert en 86 avec déjà une fonction de mission de conservation, ce qui était assez exceptionnel à l'époque, qui portait sur les vinyles. Parce qu'à l'époque, les vinyles, tout le monde s'en débarrassait partout. Et donc, on a eu, voilà, grâce à mon prédécesseur, Michel Sineux, qui a ouvert l'établissement, lui a dit il faut conserver les vinyles. C'était vraiment tout à fait visionnaire. Et on avait une mission de récupérer dans les bibliothèques, avant qu'ils se déchargent de toute leur collection, parce qu'il y en a eu beaucoup, de les garder. Voilà. Et se compléter avec les collections de la discothèque de France, hein, qui était quand même à l'origine de la musique en bibliothèque. Donc le gros de la conservation, longtemps, c'était les vinyles. Oui. Voilà, le vinyle, alors c'est énorme, il y a 100 000 vinyles à peu près, si mes souvenirs sont bons. Oui, oui, ça doit pas être loin de ça. Oui, Enfin, oui. je vous dis ça souvent, mes souvenirs. Oui, je crois que même qu'on arrive à 150. Oui, c'était, voilà, alors moi je suis parti il y a 10 ans, donc ça c'est encore accumulé. Voilà. Dans une collection exceptionnelle, dont on s'est aperçu très très vite qu'effectivement elle ne se recoupait pas nécessairement avec celle du dépôt légal. Je me souviens, je sais En pas effet. si vous saviez, à l'époque il y avait un test de recoupement qui avait été fait sur un millier de documents, et on s'est aperçu qu'il y en avait une quantité absolument énorme qui ne figurait pas loin de la moitié, qui ne figurait pas au dépôt légal, qu'on dit à l'époque où le dépôt légal n'était pas suivi par tous les firmes qui ne déposaient pas tous. Voilà. Après, il y a une politique d'acquisition des compacts, systématiquement aussi. Donc là, les compacts, je ne sais plus, à mon époque, il y en avait 50 ou 60 000. Ça dû encore. En fait, aujourd'hui, augmenter. aujourd'hui, la MMP a une collection de 100 000 compacts Oui, voilà. disques, Oui, mais qui est, beaucoup plus. qui est séparée entre la collection Ah oui, prêt. alors moi je comptais que la partie archive qui avait. Bon, la partie archive, on est à 68 000. Ouais, bon, c'est ça. On les a récollés juste avant que je On parte. était à 60 000 à peu près. Donc il y a une politique d'acquisition pour la conservation, pour les archives, et une politique d'acquisition pour le prêt, en fait, qui était, enfin, en coopération, mais distincte. Et puis après, on a eu, alors c'est un peu les opportunités, on a eu des dons, beaucoup de dons, il y a eu des achats de collection, et il y a eu des dons, et notamment des dons de 70 tours. 70 tours, on en avait un petit peu, c'était pas la priorité, encore une fois, c'était surtout le vinyle, et on en avait eu comme ça à l'occasion dans des dons, on ne savait pas trop quoi en faire. Et puis un jour, c'est les opportunités qui se produisent grâce à l'intervention de Christophe Girard, qui était l'adjoint au maire de Bertrand de Lannoy à l'époque. Il m'a appelé un jour, il dit Monsieur Pérel, voilà, écoutez, j'ai un ami qui vient de mourir, c'était un impresario, Monsieur Poilvé, et qui a une collection formidable de 10-78 tours, est-ce que ça vous intéresse? Évidemment, tout de suite, oui, pas de souci, donc on prend. Voilà, donc là c'était une collection des 3 à 4 000 78 tours. Comme il y en avait d'autres, bon, les 78 tours, à mon époque on était à 6 000, mais bon, il y a peut-être eu encore des accroissements. Il y a eu des Parce accroissements. qu'il y avait mais des dons en cours. de mémoire, on était à 8 000. 8 ou 10 000. Voilà. Et Voilà. c'est intéressant parce que cette collection était vraiment très rare. Et du coup, nous, on s'est mis tout de suite dessus en disant, bon ben, on va essayer si possible, de numériser tout ça, en tout cas de les cataloguer. On les a catalogués. Et après, M. Gérard est venu me voir, mais dire, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on ne va pas les faire écouter sur les phonogrammes, sur les phonographes à pavillon. Hein. Il faut les numériser. Ah, bon oui, mais ça coûte tout ça. Et en fait, pour l'anecdote, mais c'est assez révélateur et assez intéressant, il se trouve qu'on a pu faire cette numérisation, je dirais quand même avec une qualité scientifique assez étonnante, et on était assez pionniers sur le sujet, au moins sur la quantité, parce qu'on a numérisé plus de 3000 à l'époque. Et ça a été extraordinaire parce qu'on a pu le faire, vraiment les opportunités, parce qu'on était prêt avant tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il y a eu de l'argent pour la numérisation des bibliothèques spécialisées, et puis on a dit, qui est prêt? Et puis mes collègues des imprimés, donc des grandes bibliothèques, Bibliothèque historique de Paris, Bibliothèque Fornac, des trésors à numériser qui ont été prioritaires sur nous, bien évidemment. Bibliothèque d'Apollinaire ou de Cocteau, mais eux, ils n'étaient pas prêts. Et nous, on était prêts. Ah, et ben voilà. Donc on a mangé le budget de numérisation. Alors il faut de toute dire, la ville de Paris. Voilà. il faut dire que la numérisation, Oui. c'est un point que j'avais prévu d'aborder à la fin, mais la numérisation des phonogrammes, contrairement au papier, enfin pas contrairement, mais c'est beaucoup plus cher que le Oui, papier. c'est ça, voilà. Donc, Numériser un 78 Oui. tours,
Alors ici on n'a pas tellement on travaille pas comme ça parce qu'on travaille, mais on travaille avec les mêmes prestataires qu'à la ville de Paris, notamment GECO qui est à Montreuil, qui numérise énormément de choses. Nous, c'était Memnon à l'époque. Oui, mais Memnon aussi travaille avec la BNF. Enfin, il y a peu d'acteurs et vous le verrez à la fin, je vous donnerai quelques noms si ça vous intéresse. Mais en fait, à la MMP, l'année dernière, on était encore à 54 € hors taxe pour 1,78. C'était ça. Donc là, le papier, ça coûte, enfin, vraiment, on est à même pas 1 centime d'euro la page, enfin, on est vraiment. Donc voilà, c'était une opportunité formidable qui fait qu'on l'aurait jamais fait probablement s'il n'y avait pas eu, si on n'était pas prêt avant tout le monde. Après, voilà, pour terminer, des dons, des collections acquises, notamment une très belle collection de musique de film, ça qui est exceptionnelle, collection Perrois, qui a été achetée en 2 fois, parce qu'il y a une partie en vinyle et une partie en compact qui a été achetée plus tard. Puis après des collections de musique et bande dessinée, je me souviens, des collections, beaucoup de disques des anciennes républiques soviétiques, des choses assez rares, enfin voilà, bon, j'en passe. Et aussi un peu de vidéo, quand même, maintenant. Oui, un petit peu de vidéo, un petit peu de support DVD, voilà, un petit peu de support DVD, voilà, DVD de concert. Pas très bien quoi faire de tout ça, mais bon, voilà. DVD de films musicaux. Voilà, donc ça fait évidemment des fonds complètement exceptionnels, quoi. Je vais être brève. Hein. Oui, vas-y. Très brève. Dans le réseau de Grenoble, donc on a ce qu'on appelle nous un fonds commun. Voilà, donc c'est des disques qui auraient dû être désherbés, mais qu'on désherbe quand même chaque année. Enfin bon, voilà. Donc que faire? Et puis il y a un autre volet. Enfin, on a eu un don il y a plus de 30 ans de vinyles de jazz qui ne sont pas traités, qui ne sont pas visibles au catalogue. Quelques-uns, peut-être une petite dizaine de temps en temps, quand quelqu'un veut bien les cataloguer. Voilà. Mais c'est comme ça que c'est dans la vraie vie, ça. Hein. Oui. Voilà. Non, mais alors, Monsieur Pierret a parlé de la MMP, mais à la MMP aussi, hein, il y a des dons en souffrance, il y a des choses qui sont... Il y a beau y avoir une équipe de catalogueurs, et sachez-le, à la BNF aussi. D'accord. Oui. Donc, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Comme dans chaque bibliothèque, hein, enfin, il y a des ventes annuelles, donc là il avait été question de vendre ses CD aux grandes dames, donc ça a été annulé. Enfin bon, bref, voilà, car des pépites, mais moi je suis pas spécialiste de jazz. Enfin bon, voilà, tout ça pour vous dire un peu comment on fonctionne. On accumule plus vite qu'on traite. Oui, ça c'est évident. Ça, c'est évident. Alors, on va juste poser un petit peu le cadre. Donc, on a parlé de phonogrammes. Les phonogrammes, c'est un ensemble de choses. Donc, c'est des documents sonores. On va aussi parler, forcément, on va aussi parler de supports sur lesquels il y a de la vidéo. Les phonogrammes ont connu de nombreuses mutations technologiques. Leur histoire est beaucoup plus courte que celle du livre, mais le nombre de mutations technologiques est beaucoup plus important, d'où en fait la pléthore de supports dont on a pu parler. On distingue 3 grandes familles, donc les supports mécaniques, alors c'est aussi dans l'ordre chronologique, les supports mécaniques avec les cylindres et ensuite ce qu'on appelle les disques noirs, donc 78 tours d'une part, 45 et 33 tours. Alors je fais le distinguo parce que ça n'est pas la même matière, mais sur les cylindres et les disques noirs, c'est une technologie de sillon en fait, avec une aiguille qui vient lire le sillon. Les cylindres, c'est vraiment les supports les plus anciens. On parle du tournant du 19e, 20e siècle. C'est une technologie qui a été développée par Edison. Et en fait, le 78 tours, c'est grosso modo la même chose, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait quelque chose de plus durable, de plus pratique, avec la possibilité d'inscrire plus d'informations en mettant ça à plat. Voilà. La deuxième époque, ça va être l'époque des bandes magnétiques, donc tout ce qui est support magnétique, bandes magnétiques, voilà, qui sont en fait des bandes qui sont enregistrées autour de bobinaux. On va revenir ensuite un peu plus dans le détail sur chacun des supports. Les cassettes audio, les cassettes VHS, parce que dans les collections musique, il peut aussi y avoir des cassettes VHS. On a parlé tout à l'heure des DVD de concert, mais on peut aussi avoir des VHS de concert. Voilà. Et la dernière génération, avant le numérique,
c'est les supports optiques. Et là, on parle des compacts disques, des DVD, des Blu-ray, des laserdiscs. Voilà, les laserdiscs, c'est ces grands disques. On en conservait quelques-uns à la LP également. En fait, c'est la technologie qui a précédé le DVD. Et en fait, ce qui justifie à chaque fois ces sauts technologiques, en fait, c'est la longueur de l'enregistrement, en fait, la possibilité d'enregistrer de plus en plus de temps. Sur un 78 tours, chaque phase, c'est uniquement quelques minutes. Et maintenant, sur un DVD, on a plusieurs heures de contenu. Voilà. Alors, les disques noirs, je pense que ça constitue quand même le gros des collections patrimoniales, les disques noirs et les CD. Sans me tromper, je dirais que ça constitue quand même le gros des collections patrimoniales. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on distingue les 78 tours, donc, qui sont faits en gomme lac ou en shellac. Alors, la gomme lac, si vous ne le savez pas, c'est un polymère naturel qui est issu de la cochenille, donc qui est un insecte. Voilà, et donc c'était pas forcément très très durable comme support. C'était aussi un support fragile, bon, très lourd. Voilà, donc fragile, vulnérable au choc, avec des sillons assez profonds, ce qui le rend assez vulnérable à l'humidité et à la moisissure. Enfin, à l'humidité et donc à la moisissure. Les 33 et les 45 tours, donc là c'est un polymère synthétique. Le polychlorure de vinyle, c'est pour ça que ce qui est entré vraiment dans le langage courant, c'est vinyle comme appellation. C'est les mêmes conditions de conservation, grosso modo, pour les 78 tours et les 33 et les 45 tours, c'est-à-dire 18 degrés, plus ou moins 2 degrés, et une hygrométrie de 40%. Voilà. Sachant que la poussière est vraiment l'ennemi de ces documents, parce que poussière plus variation de température, c'est la recette pour faire pousser les champignons sur les disques. Voilà. Après, on pourra parler effectivement des infestations, voilà, et comment on traite les infestations, parce que ça va être le risque vraiment principal auquel on va être confronté. Tous ces supports, du fait de leur nature en polymère, que ce soit un polymère naturel ou un polymère synthétique, sont sensibles à la chaleur, à la lumière. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que ces disques soient dans l'ombre et à une température pas trop élevée. Donc, vous voyez, 18 degrés, plus ou moins 2 degrés. Voilà, il faut que ça soit une température régulée et à l'ombre. Pour le stockage et le conditionnement, ranger à la verticale, tout simplement. Un enjeu dans vos magasins, ça va être d'avoir des étagères qui vont supporter le poids, et surtout pour les 78 tours. Parce que les 78 tours, c'est très très lourd. La galette peut vite peser 500 grammes. Donc en fait, vous en avez déjà 2, vous avez déjà 1 kilo. Et une boîte Cochard, qui est le reconditionnement qu'on préconise, ça peut contenir une quinzaine de 78 tours. Donc la boîte va être très lourde, et une boîte, ça va faire une dizaine de centimètres d'épaisseur. Donc sur 1 mètre linéaire, vous allez en mettre beaucoup, et donc il faut vraiment que votre étagère elle soit solide, voire même la dalle du magasin. Donc c'est des choses à avoir en tête. Les vinyles sont beaucoup moins lourds. Néanmoins, comme on en met beaucoup, parce que c'est quand même un support qui prend un peu de place en fait une fois qu'il est rangé debout, de la même manière, il faut absolument que les étagères soient renforcées. Voilà. Ce que je vous disais sur les 78 tours, c'est que c'est très fragile, donc ça a besoin d'être calé dans des boîtes pour pas bouger, parce qu'en fait le transport risque vraiment de les abîmer. Petite anecdote, ici à la BNF on conserve les urnes de l'opéra. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des urnes de l'opéra. Non. En fait, dans l'Opéra Garnier, au début du XXe siècle, il
il y a des urnes qui ont été enterrées, scellées, dans lesquelles on a mis des disques et on a mis un gramophone. Il y a notamment un discours de Firmin Génier qui fait ce discours au moment où on enferme ces urnes. L'idée, c'est de faire une capsule temporelle. Voilà. Et pendant plusieurs dizaines d'années, les urnes sont complètement oubliées. Elles sont tellement oubliées que c'est à la faveur de travaux qu'on redécouvre les urnes. C'est même pas au cours d'un moment où on s'est dit que sont devenues les urnes. Vraiment, tout le monde les avait oubliées. Il n'y a aucune trace nulle part dans les archives, même si, en fait. bâtiment que voilà. Si, en fait, il y avait. Caché. Non, il y avait des choses, il y avait eu une cérémonie, ça avait été un grand moment, mais en fait, l'histoire était complètement passée ça avait été complètement oublié. Donc, quand on a redécouvert ces urnes, on les a ouvertes, on s'est rendu compte qu'il y en avait une, ça n'avait pas été complètement oublié, il y en avait une qui avait été vandalisée, avec des choses qui avaient été volées. Et en fait, elles avaient été conservées de façon très bizarre, avec elles avaient été posées, les disques avaient été posés sur des disques en verre, séparés entre eux par des espèces de bobines, en fait, pour pouvoir séparer les disques en verre. Donc forcément, avec le transport des urnes, parce que ça avait été déplacé, voilà, les disques en verre se sont cassés et ont quand même pas mal abîmé les 78 tours. Voilà, alors évidemment, je ne pense pas que vous allez conditionner des choses de cette façon-là, mais voilà, donc les disques ont été rayés par les morceaux de verre qui étaient dans les urnes, voilà. Heureusement, un certain nombre de ces disques étaient aussi disponibles à la BNF au dépôt légal, donc la numérisation a pu se faire. Et il y a eu un coffret qui a été édité des disques des urnes de l'opéra, et en fait c'est les grands airs de l'époque, c'est un petit peu une photographie de ce qu'on écoutait à l'époque. Voilà. Pour ce qui est des 78 tours, donc on recommande vraiment de les conditionner dans des pochettes en papier neutre, dans des boîtes Cochard, ou à défaut dans des boîtes dans lesquelles il y a de la bourre pour pouvoir vraiment les tenir en place et de les ranger à la verticale. Voilà. Pour ce qui est des micro-sillons, donc 33 et 45 tours, le reconditionnement n'est pas nécessaire. Alors, ici on le fait, mais à la MMB par exemple, les 33 et les 45 tours ne sont pas reconditionnés, mais ils sont rangés dans des armoires rotatives, ce qui les protège quand même de la lumière et de la poussière de façon assez importante. En revanche, un des risques que vont avoir les 33 et les 45 tours, c'est la manipulation. Ils peuvent être rayés par la manipulation, en fait, quand on sort le disque de la boîte. Et donc, ce qu'on recommande, c'est de remplacer les pochettes intérieures, qui sont des pochettes plastiques, par des pochettes en polyéthylène, qui est une matière plastique aussi, mais qui est antistatique et qui est plus neutre, et dont la dégradation ne viendra pas. D'une manière générale, les disques noirs, c'est ce qu'on fait de plus stable comme support. Donc, c'est pas les collections qui vont vous poser le plus de problèmes. Est-ce que vous avez des questions sur les disques noirs avant qu'on enchaîne avec ou une intervention par ailleurs sur ces collections? En fait, c'est fragile mais éternel, finalement, on disait un peu. Enfin, Un petit peu. C'est à la fois fragile, mais finalement, ça beaucoup plus que le compact, parce que le compact, on ne sait pas quel avenir il peut avoir. Alors, Et finalement, là, c'est de la matière, quoi. Donc, oui, finalement, c'est une lecture mécanique, oui. Et c'est un produit plastique, même les 78 tours, parce que c'est un plastique naturel. Et le plastique, c'est fait pour être éternel, en fait. Oui. Donc voilà. Du coup, on va passer aux bandes magnétiques, et là, pour le coup, on est probablement sur le support le plus fragile. On verra, les supports optiques, ça se discute, mais les bandes magnétiques, c'est vraiment ce que vous allez avoir de plus fragile. Quand est-ce que vous allez rencontrer des bandes magnétiques dans vos collections? Alors, je pense notamment, évidemment, si vous avez des VHS, bien sûr, des cassettes audio, mais il y a aussi tout un tas de formats qui étaient des formats professionnels, les umatiques, les DAT, voilà, tout un ensemble de bandes magnétiques qui ont été utilisées à des fins professionnelles par les caméramens, par les musiciens, par tout un ensemble de professions.
Elles vont être aussi très fragiles et vous allez pouvoir plus les rencontrer si vous êtes confronté à des dons, voilà, ou à des fonds d'archives que vous récupérez. Voilà, il y a des chances dans les années 50, 60, 70, 80 que vous ayez ce type de format jusque dans les années 90, parce qu'effectivement, il y avait d'un côté, pour ce qui est VHS et cassette audio, c'est vraiment la démocratisation de l'enregistrement à la maison. Donc on peut avoir énormément de choses enregistrées, et en plus le format miniature fait que les journalistes l'utilisaient, vous allez avoir des chercheurs qui l'utilisaient, des gens qui pouvaient l'utiliser aussi pour s'enregistrer, pour enregistrer leur lecture et tout ça. Donc voilà, vous allez moins les trouver de façon commerciale, à l'exception bien sûr de la VHS et de la cassette audio. Donc c'est du polyester à partir des années 60, avant c'est du triacétate de cellulose. Sur les films, il y a une couche chimique qui peut se dégrader. On peut avoir des taches blanches qui apparaissent dessus et ça fait très peur, on pense que c'est de la moisissure, mais en fait c'est du gras. Parce qu'en fait les bandes magnétiques étaient imprégnées d'un acide gras pour permettre la lubrification et pour permettre que ça tourne et que ça ne s'enraye pas. Et donc aujourd'hui, on peut avoir des bandes magnétiques quand on les ouvre, ou des VHS ou des Umatiques, qui vont avoir ces dépôts blancs. Alors ils ne sont pas forcément gras au toucher, mais du coup ça apparaît comme de la moisissure. Dans le service que je dirige, on a actuellement un programme de recherche pour mettre au point une machine pour nettoyer ces bandes. Donc on a identifié le solvant, enfin je dis on, le laboratoire de la BNF a identifié le solvant. Et là aujourd'hui, il y a des étudiantes de l'IUT 3 qui travaillent sur la machine qui permet de dévider de façon la plus sécure possible la bande et de la passer, en fait, il faut imaginer une pince avec 2 tampons de tissu imprégnés de solvant, et la bande va passer en fait entre ces tampons et ensuite se renrouler pour retourner dans la cassette. Donc comme je vous le disais, c'est un support fragile qui craint la chaleur, qui craint l'humidité, qui risque de se déformer, qui craint aussi beaucoup les manipulations. Je pense que ici tout le monde a déjà eu entre les mains une cassette audio et à quel point c'est facile de sortir la bande, de l'enrouler. Voilà, donc c'est un support vraiment fragile. Pour les conditions de conservation, on est à 18 degrés, plus ou moins 2 degrés, comme les disques noirs et 78 tours. Par contre, l'hygrométrie doit être un peu en dessous, donc on est plutôt à 30%, plus ou moins 5%. Bon, on peut trouver entre les deux supports magnétiques et mécaniques, on peut trouver un point d'entente si on doit faire tout cohabiter dans le même magasin, parce qu'on n'a pas tous le luxe d'avoir plusieurs magasins qu'on peut dédier à chaque type de support. Voilà, mais donc voilà, c'est quand même des conditions de conservation qui sont différentes. Les bobines doivent être stockées dans des sacs fermés, pas en plastique, parce que le plastique ça fait de la condensation. Donc là ça vient abîmer aussi les bandes. Et puis il ne faut pas les stocker à côté d'éléments qui génèrent des champs magnétiques. Voilà, donc tout ce qui est aimant, casque, haut-parleur. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les bandes magnétiques ? Oui. Oui, j'ai une question. On a été dépositaire de tous les rushs des Jeux Olympiques de 92 à la bibliothèque où je travaille, sous forme Umatic, et il était nécessaire régulièrement de tendre les bandes en allant complètement à fond en avant, complètement à fond en arrière, au moins une fois par an, et les remettre. Est-ce qu'on doit faire pareil pour les cassettes audio ? Alors oui, c'est recommandé, alors peut-être pas une fois par an, mais c'est recommandé effectivement de détendre la bande, de dérouler la bande et de renrouler la bande
un intervalle. Donc ça peut être, oui, tous les ans, tous les 2 ans, voilà. Effectivement, c'est mieux. Pas forcément jouer le document, mais effectivement faire ça. Ça fait partie des choses qu'on peut faire pour la conservation. Oui. Ça veut dire que si on est par exemple à la RFID, est-ce que ça peut jouer parce que je vois que faut tenir éloigné de champs magnétiques. Bah oui. Donc déjà, évidemment, ces collections-là, forcément, on n'est pas le plus à RFID dessus, mais oui, on les éloigne effectivement de dans la même pièce de conservation, s'il y a une partie... C'est pas idéal. Ok. C'est pas idéal. Pièce à part. Si je peux rebondir, si possible. Il y a très longtemps travaillé avec les cassettes audio en médiathèque, avant que rentre le CD. Et on avait un système, alors là c'était pas la RFID, on n'en parlait pas, mais les antivols, mais on sait que la RFID peut avoir une fonction d'antivol. On avait un équipement et une platine spécifique pour les passer. C'est juste... Alors, est-ce que pour la RFID, parce que je crois qu'il y a peut-être des produits qui ont évolué ou qui permettent de répondre à certains supports. Bon, là, on n'est plus sur les cassettes bandes magnétiques en médiathèque, je pense, pour le prêt au public, mais il y a peut-être des systèmes... oui, effectivement, avec un boîtier particulier. Oui, effectivement, avant la RFID, on magnétisait et on démagnétisait les documents... d'ailleurs, je pense que dans certaines bibliothèques, on le pratique encore. Tout le monde est pas passé à la RFID. Effectivement, ça pose problème avec les cassettes. Bon, après, les cassettes, si vous ne les prêtez pas. Cela dit, la cassette audio connaît une petite embellie. C'est quand même un objet davantage de collectionneur. Je sais qu'à la MMP, la question se posait de recréer un fonds, alors qu'il y aurait été un fonds de conservation aussi. De cassettes en achetant des choses contemporaines. Mais effectivement, pour le prêt, ça pose question. La machine que vous mettez au point pour conserver, restaurer, elle va être grand public ou ça va être... Non, ça va être vraiment pour les professionnels. Okay. Ça va être pour les professionnels. Voilà. Là, en fait, aujourd'hui, l'objectif avec cette machine, c'est de mettre au point un prototype. On aimerait effectivement arriver à avoir un prototype et puis avoir des plans éventuellement. Mais qui sait, cette machine, elle peut être peut-être commercialisable par au moins pour les structures qui conservent les bandes magnétiques, de pouvoir, sans passer par une prestation qui envoie en décontamination, de pouvoir le faire. Très probablement, les prestataires, justement, aujourd'hui, qui numérisent, aujourd'hui, ils ne numérisent pas ces documents, en fait. Quand on identifie des taches blanches sur les documents, on ne les envoie pas en numérisation. À terme, je pense qu'un prestataire de numérisation, aujourd'hui, notamment sur les bandes magnétiques, quand les bandes sont sèches et cassantes, ce qui risque de les abîmer au moment de la numérisation, on les passe en étuve. Donc c'est un peu contradictoire avec ce que je vous dis sur l'humidité, mais voilà. Et donc on les passe en étuve pour les assouplir. Et on peut très bien imaginer qu'un prestataire de numérisation s'empare aussi de cette phase de nettoyage. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment au stade de la réflexion pour mettre au point un prototype. Ok pour les supports magnétiques. Donc, vraisemblablement, les supports qu'on conserve le plus aujourd'hui, donc ce sont les supports optiques, donc je vous ai dit CD, DVD, Blu-ray, Laserdisc, mini-disc, qui sont essentiellement en polycarbonate. Les conditions de conservation, alors là c'est 20 degrés, plus ou moins 2 degrés, donc ça commence à être compliqué avec les autres supports. Une hygrométrie de 20 à 50%, plus ou moins 10%, donc c'est un support qui n'est pas très sensible à l'humidité. Donc voilà. Le stockage et le conditionnement se fait à la verticale dans des boîtiers adaptés. Quand on n'a pas de boîtier, ce qui peut arriver,
Et je pense notamment à justement les disques promotionnels, des choses que vous pouvez avoir dans les fonds locaux, ce genre de choses. Il faut les stocker dans des pochettes en polyéthylène qui ne va pas coller à la surface. Les pochettes en plastique, elles peuvent coller à la surface du CD, et quand vous la décollez, vous avez une partie du signal qui part avec. Donc vous avez un trou. Voilà, ça peut arriver, vous avez des disques avec des trous, donc là ils sont inécoutables. Les CD sont... Et puis le plastique, quand il se dégrade, il fait des interférences avec la couche chimique qui est sur le disque en fait. Et donc là on risque un petit peu de perdre le signal. Les CD sont sensibles à la lumière et à la chaleur, pas à l'humidité. Ils sont très fragiles lors de la manipulation, parce qu'on a tous eu des CD rayés, plus que tous les autres supports. Je pense que c'est vraiment le support le plus fragile. Et la couche chimique peut se dégrader avec le temps. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des DVD de Warner Bros. C'est une information qui est sortie très récemment. La compagnie Warner Bros a sorti un communiqué de presse en expliquant que ces DVD qui ont été fabriqués entre 2006 et 2008 sont aujourd'hui inregardables. Dedans, on parle de séries, de films, de choses très grand public. Vous en avez peut-être chez vous, peut-être pas. Ça dépend de l'usine, de l'usine dans laquelle ça a été fabriqué. Les disques présentent une opacification et des marques blanches, et donc ils sont complètement illisibles. À la MMP, on avait trouvé dans les collections des disques où la couche laser avait complètement disparu. Avec le temps, et c'était complètement dégradé, donc on avait un disque en plastique avec l'illustration sur la face recto, et au verso, il n'y avait plus rien. Voilà. Donc, et ça, c'est difficile à contourner en fait. C'est pas nécessairement lié aux conditions de conservation. Ça peut être vraiment lié aux conditions de fabrication du disque. Et donc c'est vrai que c'est un support qui est fragile à cet égard-là. Pour ce qui est des rayures, quand elles sont pas trop en profondeur, on peut les réparer avec un polissage de surface. C'est des machines qui sont pas forcément très très onéreuses, qui peuvent même s'acheter dans le commerce. Voilà. Alors, oui. Moi, il m'a semblé que les premiers CD qu'on nous a vendus comme éternels dans les années 80, les premiers CD étaient un peu plus épais que ceux qui sont produits aujourd'hui. Oui. Et est-ce que ça a eu une influence sur la conservation? Est-ce que le film... Non, en fait, alors... qu'il soit très très fin aujourd'hui. Il y a eu effectivement une couche de... Alors, il faut que je retrouve. Exact, je ne vais pas retrouver le nom du produit chimique. C'est un dérivé de cellulose qui est très dilué dans le CD. Parce que les dérivés de cellulose, ils sont très inflammables. Voilà. Et donc effectivement, dans les premiers CD, il y avait cette couche. Ça les rend pas, ils sont pas inflammables parce que c'est très très dilué. On ne parle pas des films cellulose qui eux par contre peuvent prendre feu tout seuls. Mais effectivement, c'est pour ça qu'ils sont un petit peu plus épais. Il n'y a pas nécessairement d'impact sur la conservation, pas que je sache, en tout cas. Et on a une idée du temps en moyenne que ça prend pour se dégrader, cette couche-là Pas vraiment, on dit 40 ans, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les premiers CD deviendraient illisibles, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des CD qui se dégradent de manière beaucoup plus rapide. En fait, ça va beaucoup. C'est pas une production homogène, enfin aucun de ces supports n'est produit de manière homogène. Il y a des usines différentes, il y a des procédés différents, même si le support, la technologie, elle reste la même. Il y a des qualités tout simplement différentes
d'un éditeur à un autre, d'un producteur à un autre. Donc pour le CD, comme pour le vinyle, les vinyles, on disait qu'après 1973, au moment du choc pétrolier, l'épaisseur des vinyles a diminué, ils sont devenus plus fins parce qu'il y avait moins d'argent pour les faire. Et en fait, c'est la même chose en fait, pour tous ces supports. En fait. C'est vraiment tributaire de la manière dont ils sont fabriqués. Et ce que je vous disais sur les DVD Warner Bros., ça dépend de l'usine dans laquelle ils ont été tressés. Donc il n'y a pas de règles universelles. Les seules règles qu'on peut vous donner, c'est les conditions de conservation qui correspondent à la chimie du support, voilà, qui sont ce qu'elles sont, et le fait de ensuite avoir des conditions de conditionnement qui vont diminuer au maximum la dégradation de l'objet. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit un peu incité à numériser au plus vite, peut-être, les plus anciens CD ? Absolument. Okay. Voilà, mais je vais y venir après, mais absolument. Alors, avant de passer à la numérisation, voilà, je vais dire un mot quand même de la conservation matérielle, parce qu'on parle de support. Je vous ai mis quelques exemples de conditionnement, mais la règle, c'est qu'en gros, le plastique, alors oui, c'est du polypropylène, c'est un plastique. Mais le plastique classique, les caisses en plastique, ces choses-là, c'est à prohiber parce que chimiquement, la dégradation du plastique va abîmer les documents que vous conservez. Donc vraiment, d'une manière générale, si vous n'avez pas beaucoup de budget de conservation, si vous ne pouvez pas forcément acheter des conditionnements en carton neutre, parce que c'est un budget conséquent, oui. Une boîte Cochard, ça vaut 35 € pièce. Donc, et ce que je vous disais, dans une boîte Cochard, on conserve une quinzaine de 78 €. Donc c'est un budget conséquent. Donc la règle, c'est vraiment de privilégier le carton, le papier, donc si possible du carton neutre, si possible du papier neutre. Pour le plastique, il y a des choses comme le mylar, comme le polypropylène, qui sont des plastiques plus neutres. Voilà. Ici, donc, je vous ai mis une boîte de regroupement en polypropylène. Normalement, il y a un couvercle dessus. Donc vous voyez dedans, il y a des boîtiers de CD. Ça permet de gagner de la place, parce qu'au lieu d'avoir vos CD dans le sens de la longueur, vous allez les avoir dans le sens de la largeur. Et donc vous allez pouvoir gagner de la place sur vos rayonnages, parce que c'est aussi un peu le nerf de la guerre, la place en magasin. Là, vous avez quelques exemples pour les disques. Vous avez des pochettes en carton neutre. Donc ça va être pour les 78 tours notamment. Avant de les conditionner dans une boîte Cochard, on va les mettre dans ce type de pochette en carton neutre. En général, on sépare la pochette dans laquelle le 78 tours est venu du disque. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si on peut séparer les deux supports. Là, je vous ai mis, bon, c'est la pochette de la boîte, mais ce sont parce que forcément une pochette plastique, ça ne donnait pas grand-chose en photo. C'est du plastique antistatique. Donc ça, c'est pour reconditionner les micro-sillons dans les pochettes. Et donc, à la manipulation, ça évite des rayures, ça évite des poussières, ça évite tout ce genre de choses. Et la fameuse boîte Cochard, qui existe en plein de dimensions, qui existe pour conditionner des CD, des disques de 17 cm, des 33 tours, des 45 tours, des 78 tours. Ils font des conditionnements sur mesure. Voilà. C'est un coût non négligeable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la boîte Cochard, elle met à l'abri vos documents de la lumière, de la poussière, mais elle va aussi les protéger en cas de dégâts des eaux. Jusqu'à un certain degré d'humidité, la boîte Cochard à l'intérieur, c'est pas mouillé. Et des fumées et des suies. Parce que forcément, comme ça protège la poussière, ça va protéger aussi des suies. Donc, en cas de sinistre, c'est un excellent moyen de protéger les collections. Mais encore une fois,
c'est très coûteux. Et la difficulté de faire comprendre à nos tutelles que c'est utile, ça, Absolument. c'est une vraie Ouais. bagarre. Oui. Quoi des boîtes à des prix pareils, enfin c'est... Oui. Là, faut se bagarrer, là. Ça c'est vraiment Bagarrer, compliqué. hein. Effectivement, moi je Ouais. l'ai vécu à la ville de Paris. Ouais. C'est terrible. Alors c'était moins le fait de faire comprendre que enfin on l'a dit au début, hein, on est un peu considéré, le phonogramme est un peu considéré comme le parent pauvre des Oui. collections, hein, parfois. On peut avoir des difficultés à faire comprendre que oui, comme les livres, on a besoin de conditionnements spécifiques, que c'est aussi cher que pour les livres, et que même si on ne conserve pas un codex extrêmement ancien, mais des CD des années 90, en fait on est aussi sur des collections patrimoniales et on conserve le patrimoine de demain. Voilà, ça c'est... Mais c'est pas simple à faire comprendre. Et effectivement, je peux témoigner du fait que dans le réseau de la ville de Paris, parmi les bibliothèques spécialisées, la bibliothèque du cinéma et la médiathèque musicale de Paris ont parmi les plus petits budgets de fourniture de conservation, parce que on considère que c'est des collections qui n'ont pas besoin, entre guillemets, de ce matériel de conservation. Comme on m'avait dit, responsable d'une très fameuse bibliothèque de conservation parisienne, quoi, vos vieux disques, c'est du patrimoine. Alors, c'est tout dire, quoi. Bon, ça résume la chose. Donc quand il y avait des budgets, effectivement, pour ça, il n'y en avait pas beaucoup pour nous. Exactement. Et ce qui rend aussi les choses compliquées quand il y a une infestation. Ben oui. Voilà, ça on pourra en parler après. Donc voilà. Pour terminer, donc la conservation, c'est des coûts de matériaux, de reconditionnement, des solutions de rangement en magasin et de formation du personnel. Ça, j'insiste là-dessus, mais manipuler un document patrimonial, même si c'est un CD, même si c'est un vinyle, c'est des gestes à prendre. Voilà, et donc c'est des risques aussi. La numérisation, c'est effectivement la meilleure solution de conservation aujourd'hui si on veut garder les documents en l'état. Et quand on parle de numériser, il faut numériser vite parce qu'aujourd'hui, il y a des documents qui sont obsolètes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, la priorité de numérisation, c'est pas nécessairement les supports les plus anciens. Je fais exception des cylindres qui sont des supports très fragiles, qui sont en cire, mais je pense que vous êtes très peu à en conserver. À part, ils sont numérisés. Voilà, ils sont déjà numérisés. Mais les 78 tours, les 33 et les 45 tours, effectivement, M. Perret l'a dit tout à l'heure, c'est incroyable. Donc, c'est pas forcément votre priorité de numérisation. Si vous devez vous bagarrer pour avoir un budget de numérisation, les bandes magnétiques, parce que la technologie, les appareils de lecture, ils sont obsolètes. Aujourd'hui, même si vous en avez en état de marche, la maintenance va être très compliquée. Donc, assez rapidement, vous ne pourrez plus communiquer ces documents. Parce que conserver, c'est quand même conserver pour pouvoir communiquer. Ça, je pense que je ne l'ai pas dit en préambule de mon intervention, mais c'est vraiment important en fait de se dire qu'on conserve pour pouvoir communiquer. Si on a des bandes magnétiques qu'on ne peut pas lire, voilà, ça ne sert à rien de les conserver en fait. Et donc la solution, c'est la numérisation. Alors il y a un certain nombre de prestataires qui sont spécialisés sur ces formats. Donc je vous ai parlé de GECO, on travaille aussi avec l'ANRH, Vectracom, Memnon qui est une société allemande. Voilà, il y a un certain nombre de prestataires que vous pouvez solliciter, qui ont l'habitude des marchés publics et qui sont à l'écoute et disponibles. Voilà. Si vous avez des petits fonds à numériser, on parle de, si vous avez 200, 300 documents à numériser, c'est des petits budgets, on parle de 5 000 €. Alors je sais que petit budget, tout est relatif. Non, bien sûr, hein, tout est relatif.
Évidemment, avant la BNF, j'étais à la médiathèque musicale de Paris et on n'avait pas des gros budgets de numérisation, même si c'est la ville de Paris. C'était quelques milliers d'euros, donc voilà. Donc je sais que les enveloppes peuvent être restreintes. Donc des fois les choix doivent être un peu stratégiques, mais sachez que c'est de l'ordre de l'envisageable. Voilà, effectivement, ce sont des chantiers quand même coûteux, mais ça permet d'éviter les manipulations des documents. Et effectivement, j'insiste là-dessus, l'intérêt c'est quand même de pouvoir communiquer les formats numérisés aux usagers. Donc là après, derrière, ça peut nécessiter des développements informatiques. Mais bon, déjà, en fait, si vous avez numérisé les documents, vous conservez le signal, vous pouvez le communiquer. Ça peut être une communication un peu artisanale dans certains établissements. À la ville de Paris, le choix avait été fait de numériser en priorité les choses qui n'étaient plus sous droit, ce qui fait qu'on avait numérisé les documents les plus robustes, donc les 78 tours. Bon. C'est le choix qui avait été fait, mais ça permettait de les communiquer assez facilement via le catalogue le portail de la bibliothèque. Donc on pouvait écouter tout ce qui n'était plus sous droit en fait. Donc voilà. De toute façon, matériellement, on ne pouvait pas les faire écouter non plus. Donc, Non, ça c'est sûr, ça c'est sûr que. Voilà. Mais c'est pour ça que la question se pose pour les bandes magnétiques, hein, c'est que matériellement c'est compliqué de les communiquer. Donc voilà. Et puis c'est vrai que parfois, quand on se retrouve avec une collection dont on n'a pas forcément voulu, qui est arrivée par don, des choses, voilà. Parfois, la meilleure solution pour conserver, c'est aussi de se tourner vers un autre établissement dont on sait qu'il a les conditions ad hoc de conservation. Alors, je sais que c'est parfois difficile de décider de se séparer d'une partie de la collection, mais si on n'a pas les bonnes conditions de conservation, en fait, on ne fait que retarder un peu le moment où le document ne sera plus visible. Et donc, parfois, il faut aussi envisager ça. Voilà, après je peux vous faire un petit retour d'expérience sur une infestation sur un fond de vinyle, si ça vous intéresse. Voilà, alors, Monsieur Piret connaît l'endroit, mais à la MMP, il y a un lieu qui s'appelle le Frigo. C'est un magasin où il fait froid, comme son nom l'indique, mais il ne fait pas froid parce que les conditions climatiques sont contrôlées, il fait froid parce que c'est un espace qui est pas vraiment isolé, qui est une espèce de réserve dans le bâtiment. Je ne sais pas vraiment pourquoi ça a été conçu comme ça, mais... Aucune idée, ça a été fait comme ça, puis il n'y a jamais eu de chauffage dedans, voilà. Et puis on en a fait après une réserve. Il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'extraction d'air, il n'y a pas... Bon. Et dedans, il y a des étagères, 2 grands murs avec des étagères, il y a à peu près 200 mètres linéaires. Voilà. Et on y stockait des vinyles qui étaient en attente de catalogage. Depuis longtemps. Oui. Voilà. Je dis longtemps, une vingtaine d'années. Oui, c'est pour ça, certains. Oui, facile. Voilà, une vingtaine d'années. Au fur et à mesure que les dons entraient, on intercalait. C'était quand même rangé en ordre alphabétique. Attention, je ne veux quand même pas donner une image catastrophique de l'établissement, hein, pas du tout. Les choses étaient triées, dédoublonnées et ensuite rangées en ordre alphabétique avec une forme de pré-inventaire puisqu'on avait quand même retiré tous les doublons. Un jour, alors moi je n'étais pas là mais c'est comme ça qu'on m'a raconté les choses, un jour un don arrive qui sent la cave. Donc, c'est un truc qui doit vous alerter si ça sent la cave. Alors déjà, d'une manière générale, un don qui arrive, il faut trouver un espace de quarantaine. Voilà, vous le mettez dans une pièce où il est tout seul, ou alors il est avec des trucs qui ne craignent pas, du matériel de bureau, enfin des stylos, des crayons, de la papeterie, voilà, mais vous le mettez dans un endroit à part. Si vous pouvez, vous le filmez. Et si vous pouvez, là c'est encore mieux, vous faites une analyse, vous faites faire une analyse. Bon, voilà. Mais déjà vous pouvez
faire une analyse visuelle, regarder si les documents ont ce qui ressemble à de la moisissure. Alors des taches blanches, grisâtres, voilà. Donc déjà ça c'est... Voilà. Ça n'avait pas été fait, et donc ça avait été intercalé dans le reste des collections. Voilà. Et puis quelques mois après mon arrivée, je vais dans cette pièce, j'avais été un peu alertée, et effectivement je me rends compte que les coffrets entoilés, donc recouverts de tissu, présentaient des taches de moisissure. C'est les seuls documents qui présentaient vraiment des taches de moisissure. Les pochettes carton, elles n'étaient pas nécessairement moisies. Et à l'intérieur, les disques ne présentaient pas de taches de moisissure. La moisissure, elle s'est agrippée vraiment à la toile, là où il y avait de la poussière, là où il y avait vraiment des choses à manger. Hein. Les spores, c'est évident. Voilà. Et à partir de là, la difficulté, ça a été de trouver un prestataire. Et on revient sur le fait que c'est des collections particulières, qu'on n'a pas l'habitude de faire traiter. Donc la décontamination, en fait, ça se fait dans un tunnel où on envoie du gaz dans les cartons. Et en fait, le gaz tue les spores vivants, quoi. Et là, il y avait 110 mètres linéaires à décontaminer. Et donc, on me dit, il faut contacter la BNF, ils ont un labo, ils vont le faire. J'appelle la BNF. Oui, bonjour, j'ai des collections qui sont moisies. Est-ce que vous pouvez les faire décontaminer à Bussy-Saint-Georges ? Oui, peut-être. Il faut voir, vous en avez combien ? 110 mètres linéaires. Ah non, c'est pas possible. La priorité, c'est les collections de la BNF. Et effectivement, 110 mètres linéaires, maintenant que j'ai connaissance des rouages, voilà, je me rends compte qu'effectivement, c'était un volume qu'ils n'auraient pas pu absorber. Et donc, il fallait trouver un prestataire privé pour le faire. Et là, la difficulté, c'est de trouver un prestataire qui est d'accord pour s'engager sur quelque chose qui ne décontamine pas habituellement. Donc, entre les sociétés qui disent « non, on ne fait pas ça », les sociétés qui disent « oui, d'accord, mais il faut signer une décharge avant », j'ai fini par trouver une société. Donc, je vous donne le nom si jamais vous avez besoin. Ils sont dans l'Eure, ils s'appellent Stériservice. Ils font de la décontamination. Alors, ils font de la décontamination de documents pour les bibliothèques et ils font aussi de la décontamination médicale. Voilà. Et eux, ils ont accepté de prendre un échantillon, de tester dans leur tunnel, voir si ça fonctionnait. Alors, moi, j'avais comparé le protocole avec le protocole de la BNF et c'est la même chose. C'est la même température, c'est le même gaz qui est utilisé, c'est exactement le même protocole. Et donc, je savais que ça allait marcher. Donc, on leur a envoyé un échantillon de disques qu'on allait pilonner, parce qu'ils étaient très abîmés. Voilà. Ils sont revenus intacts et sans moisissure. Et donc, on a su qu'on pouvait leur envoyer. C'est un processus qui prend du temps, parce que après le passage en tunnel, les documents doivent rester 5 semaines en stase, donc ils sont dans un entrepôt, le temps que le gaz retombe, parce que sinon la manipulation peut être dangereuse. Au bout de 5 semaines, il n'y a plus aucun risque pour la manipulation. Voilà. Et ensuite, il faut dépoussiérer pour retirer tous les risques, enfin tous les spores morts. Parce qu'encore une fois, la recette pour avoir des spores sur une collection, c'est de la poussière, et de l'humidité et des variations de température. Et là, voilà. Si vous n'avez pas de poussière, si vous êtes dans un local avec une température régulée et une hygrométrie régulée, normalement, vous n'avez pas de champignons. Il y a des inondations parfois. Oui, mais là si on a des inondations, l'hygrométrie elle est plus régulée. C'est-à-dire d'un endroit qui peut paraître correct, d'un seul coup, une fuite et... Tout à fait. C'est déjà arrivé. Tout à fait. Voilà. Je ne peux pas couvrir l'intégralité des choses qu'il faudrait faire en conservation préventive, en conservation curative. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Une petite rapide. Oui, si on entreprend de confier des documents à un autre établissement et qu'on n'est pas dans
zones partagées, enfin des équipements qui partagent la conservation. Mhm. Est-ce que, comme les fonds appartiennent à la collectivité, est-ce qu'il faut avoir au niveau administratif une démarche de convention ou parce qu'on cède des fonds qui appartiennent? Est-ce qu'il y a une démarche quand on est en bibliothèque départementale, en particulier, ou bibliothèque municipale? Alors, oui, alors vous pouvez avoir des conventions de dépôt, oui. Ce qui fait que vous ne cédez pas la collection, vous la déposez. Vous pouvez avoir des conventions de dons. Entre institutions, ça se fait. Dans le réseau de la ville de Paris, régulièrement, les bibliothèques se donnent entre elles des documents qui ne correspondent pas à leur politique documentaire, et donc on les donne à un autre établissement. Donc au sein d'une même collectivité avec différents établissements, c'est tout à fait possible. Dès qu'on sort de la collectivité. Quand on sort de la collectivité, ensuite des conventions. Voilà, c'est des conventions, puis ça va passer par vos élus qui vont valider ça. Il faut le faire obligatoirement. Oui, parce qu'il y a quand même une forme d'inventaire. Voilà. Et oui, puis ça crée des situations règlements bancales. Et puis c'est la réglementation. Oui. Et c'est très important d'avoir des traces parce que on se retrouve assez facilement avec des dons, des trucs, personne ne sait d'où ça vient. Donc voilà, je pense qu'on a tous ça dans nos établissements, des documents, personne ne sait quand est-ce qu'ils sont arrivés, personne ne sait comment ils sont arrivés, ils sont là. Oui. Voilà. Une dernière question peut-être? Toutes ces fiches, toutes ces préconisations, c'est sous forme de fiches accessibles. Ah, je peux vous envoyer Parce que c'est autant d'arguments pour les collectivités de dire il faut du matériel de bonnes conditions. Vous les faites passer par la CIM? Oui, je peux les faire passer par la CIM. D'accord. Je peux envoyer ça. J'ai juste une dernière question pour compléter sur la numérisation. Une fois numérisé, vous en faites quoi du fichier? Vous mettez sur un serveur local ou vous mettez sur un support qui est renouvelé tous les 10 ans? Alors, idéalement, effectivement, pour avoir un archivage pérenne, il faut des choses qui sont renouvelées, qui sont copiées. À la BNF, on archive un SPAR, qui lui-même, c'est des bandes LTO, donc du coup on revient en fait à un support magnétique. L'idéal c'est ça, c'est d'avoir un serveur sur lequel il y a des copies pour pouvoir conserver les choses. Après, c'est toujours un idéal. Tout ce que je vous ai indiqué là, évidemment, c'est un idéal vers lequel tendre. Après, je sais qu'avec les moyens qu'on a dans les bibliothèques, on ne peut pas forcément tous arriver à cet idéal. Merci.